Bonjour Maître Randall Schwadorfer et merci de nous accueillir pour la page culture du Petit Journal. On va parler, si vous le voulez bien, de votre livre, le très bon livre Itinéraire d'un avocat hors norme, 10 affaires criminelles incroyables aux éditions Hugo Doc. Et puis on parlera aussi de l'affaire Daval puisque vous êtes encore sur le devant de la scène avec ce nouveau procès sur Jonathan Daval qui s'est ouvert vendredi 12 janvier dernier. La première question que j'ai envie de vous poser, maître, c'est ce livre n'est-il pas aussi un hommage à Pierre Bellemare? Il est un grand hommage, d'ailleurs. J'étais passionné par les émissions de Pierre Bellemare. Je le dis dans le livre, j'avais une petite radio, j'avais pas de télé. Ma grand-mère m'avait offert une petite Motorola. Et j'attendais avec impatience ce mercredi les grandes histoires, les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare. J'aimais sa voix, c'était des grands personnages, et puis je trouvais fabuleux ce qu'il racontait, enfin. Je trouvais que c'était tellement impensable. Je découvrais, on va dire, une partie de l'humanité au travers de ces histoires, et j'en restais, je crois, bouche bée à chaque fois que j'écoutais ces histoires. Donc oui, c'est aussi un hommage, et j'étais très heureux, parce que j'étais il n'y a pas longtemps dans les studios Pierre Bellemare, chez Europe 1, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, est-ce que ça n'a pas été trop dur, maître, de choisir 10 affaires parmi toutes les affaires que vous avez plaidées? Non, parce qu'en fait, j'ai voulu prendre des histoires sur les différents panels qu'on voit dans les cours d'assises. Il y a des affaires de viol, et j'ai pris à cœur de prendre aussi des gens qui avaient une notoriété, un prêtre, un médecin, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde. Affaire de meurtre, un policier, l'affaire Julien Jean-Régis, pour montrer simplement qu'il y a différents types d'affaires qui sont jugées en cour d'assises, la complexité de juger ces affaires, et le fait que personne n'est à l'abri d'une cour d'assises. Mon message, il est aussi celui-là. C'est-à-dire que tous les gens qui jugent et préjugent en regardant les émissions de télé, en regardant les plateaux, faut bien penser qu'un jour, on peut y être derrière le box d'une cour d'assises. C'est pas parce qu'on est expert comptable, avocat, policier ou médecin qu'on est à l'abri. Et ça, c'est fascinant de voir des gens qui rien ne prédestinait dans une cour d'assises, qui sont pas des voyous, qui sont pas des délinquants, un jour basculer dans la chose criminelle. C'est ça que je voulais montrer aussi. Personne n'est à l'abri de la chose criminelle. Oui, c'est ça. Dans ce livre, on a des chapitres où c'est vrai que ça peut toucher tout le monde. La personne lambda peut se retrouver dans le box des accusés sans avoir vraiment avoir une vie de délinquant. C'est fou, quoi. Oui, et puis je vous dirais aussi, c'était l'affaire Daval, par exemple, était symptomatique. Dans cette famille, personne ne savait ce qu'était la justice. Personne n'avait jamais eu le gros procès. Jonathan Daval n'était pas un délinquant. Et du jour au lendemain, la vie de cette famille bascule. On a un enfant, on a un frère criminel, et on se retrouve emporté dans la chose criminelle. Et ça vaut aussi pour les victimes. Ça vaut aussi pour les victimes. Du côté de la famille d'Alexia, personne ne savait ce qu'était un procès. Personne ne savait ce qu'était une cour d'assises. Et vous ne voulez pas, et vous vous retrouvez, dans ce que vous regardez tous les jours à la télé, pris dans une affaire criminelle. Alors, y aura-t-il une suite sur ce livre, maître? Oui, il y en aura une. Il y en a une déjà, le livre est déjà signé avec Hugo Doc, et je suis en train de travailler dessus sur un certain nombre d'affaires. Je vais limiter à 6 affaires, les affaires sur lesquelles je reviendrai, et puis notamment il y aura une petite partie sur l'affaire Daval, puisque suite notamment à la série qui a été faite par Canal+, qui est assez, j'ai trouvé malhonnête, je tiens à rétablir certaines vérités sur ce qui s'est réellement passé dans l'affaire Daval et qui ont tendance à être déformées, notamment actuellement par les parties civiles. Et il y aura 5 autres affaires qui seront des affaires de meurtre et des affaires de viol. Et avec le même concept d'interviews qui seront accordées, et certains magistrats m'ont déjà fait savoir pour certains qui souhaiteraient témoigner, donc ce sera intéressant. Alors que pensez-vous d'ailleurs de l'idée de faire rentrer les caméras dans une cour d'assises pour filmer des procès? Je pense notamment à l'affaire O.J. Simpson à l'époque, qui avait enflammé les États-Unis et puis qui avait aussi captivé le téléspectateur avec le procès. Est-ce que vous pensez qu'en France, ça serait intéressant de lever le voile justement sur cette omerta qui est la justice, qui est les procès? Oui, c'est une idée à laquelle je m'associe complètement, parce que je trouve intéressant qu'on puisse voir ce qui se passe réellement dans une cour d'assises, et les gens puissent
écouter les débats et comprendre au-delà de la chose médiatique ce qu'est réellement le procès. Vous voyez, et c'est pas quelque chose que je vois comme un spectacle. Alors ça existe dans d'autres pays. C'est d'abord un contrôle de la justice par le peuple qui a accès au procès. Et deuxièmement, je pense que le fait alors on peut pas faire passer tous les procès sur une chaîne de télé spécialisée, mais ça impose aussi à la justice une rigueur absolue. À partir du moment où tout est fait sous l'œil du public, ça va imposer une rigueur beaucoup plus importante. Et je pense que ce serait très intéressant pour limiter les risques d'erreurs judiciaires. Notamment certains procès parfois bâclés ne pourraient pas l'être s'ils étaient filmés. Oui, parce que en plus de ça, ça permettrait aussi, quand je parlais d'Omerta, c'était tout simplement pour dire que les gens, si vous voulez, ne connaissent pas ce que c'est qu'un procès, à part ceux qui sont déplacés quelquefois pour aller assister à un procès. Mais c'est compliqué. Là, on aurait l'impression d'enlever le voile, de découvrir et culturellement parlant, les gens pourraient vraiment savoir ce qu'est un procès, comment se déroule un procès. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas du tout ce qu'est la justice et comment elle est rendue. Surtout là, ça permettrait effectivement d'avoir un accès réel sur le monde réel de la justice et pas sur des préjugés, des a priori ou des idées qui sont totalement déformées sur ce qu'est réellement rendre la justice. Rendre la justice, c'est un travail difficile et nos citoyens la rendent puisque de temps en temps ils sont jurés de cour d'assises et ils découvrent à ce moment-là ce qu'est la justice et la difficulté de ce qu'est rendre la justice. Alors justement, Maître, est-ce que ce livre pourrait devenir une émission télé, un documentaire? Je pense à une émission parce que quand on lit le livre et quand on voit comment il est conçu exactement comme un reportage où on verrait un procès et à côté des interviews des avocats. C'est tout à fait comme ça qu'on le ressent quand on le lit. Est-ce que ce livre pourrait devenir une émission télé? J'ai été approché par certaines chaînes de télé par rapport à ça. Pour l'instant, il y a des projets, mais il y a rien de concret pour l'instant. Mais oui, je trouve que l'idée serait intéressante. Mais pour l'instant, il y a uniquement des projets qui m'ont été proposés. Alors, Maître, on va parler, si vous le voulez bien, maintenant de l'affaire Daval, puisque vous êtes en pleine lumière actuellement, puisque le nouveau procès de Jonathan Daval vient de s'ouvrir le 12 janvier dernier pour dénonciation calomnieuse. La question que j'ai envie de vous poser est toute simple. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner votre ressenti sur ce nouveau procès? Pour moi, on est véritablement dans ce que j'appelle le victim business. C'est-à-dire que là, c'est uniquement de l'argent. C'est-à-dire que le procès est fini. Je pensais qu'on avait tourné la page, tout avait été dit. Et puis, quelques années après, on revient en nous disant, en fait, il a menti, il nous a accusé, on va demander 60 000 € de dommages et intérêts. Moi, vous voyez, je trouve ça un peu malsain parce que je m'attendais à une demande d'1 euro de dommages et intérêts à titre symbolique et qu'on fasse une action pour l'honneur. Non, là, on veut de l'argent. Ça aussi, c'est une des dérives qu'on a aujourd'hui au niveau des victimes qui confondent l'indemnisation et qui confondent le côté lucratif d'une action judiciaire. Une action judiciaire, l'indemnisation, c'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est fait pour réparer un préjudice. Et là, pour moi, on n'est plus dans la réparation du préjudice. On est dans quelque chose de lucratif et ça ne me convient pas. D'ailleurs, ça a déjà été, entre parenthèses, jugé. Jonathan a reconnu qu'il avait menti. Les Français savent très bien que Grégory Gay n'est pas impliqué dans la disparition d'Alexia. Le procès n'a aucun intérêt en termes de vérité, de manifestation de la vérité. Le procès n'a qu'un intérêt privé, c'est obtenir de l'argent. Mais c'est à l'initiative des parties civiles, elles ont le droit de le faire, elles l'ont fait. On a le droit de le critiquer aussi et je le critique très vivement. Alors ne trouvez-vous pas que on aurait pu faire l'économie de ce procès quand on sait aujourd'hui que les tribunaux sont engorgés, qu'on n'arrive pas à juger tellement il y a de dossiers que des fois c'est jugé 4 ans après. Est-ce que vous ne pensez pas que justement sur ce procès-là, on aurait pu faire cette économie? On aurait pu en faire l'économie, mais ça c'est une volonté des parties civiles qui estiment qu'à partir du moment où elles ont le droit de le faire, elles le font. Et puis il y a peut-être, je ne sais pas, une volonté aussi de rester dans la lumière. C'est possible. Parce que
médiatisation. Tout ça arrive au même moment que la sortie de la série sur Canal+, où il y a quand même des inexactitudes dramatiques dans cette série. Et je pense que tout ça procède d'une volonté d'exister aussi dans l'espace médiatique. Oui, parce que vous êtes maître très 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 remonté sur le reportage de documentaire, plus exactement de Canal+, Alexia, autopsie d'un féminicide, qui vous a mis hors de vous, si j'ai bien compris. Bien sûr. Lorsque il est précisé que Jonathan Daval a empoisonné quotidiennement Alexia, c'est faux. Lorsqu'il est précisé que c'est lui qui est à l'initiative, à l'origine de la fausse couche, en utilisant des médicaments, c'est faux. Et on le sait, le procès a permis de le démontrer. Lorsqu'il est précisé que Jonathan aurait prémédité ou serait un assassin, c'est faux, c'est un meurtrier, il n'y a pas de préméditation. Tout ça a été écarté par le procès. Lorsqu'il est précisé que sa mère aurait passé la nuit avec lui, donc elle aurait été au courant de la mort d'Alexia avant tout le monde, c'est faux. Tout ça a été écarté du procès. Lorsqu'on met en avant le fait qu'il aurait été le plus lourdement condamné en France pour des faits de féminicide à 25 ans, c'est faux. Julie Douib, c'est perpétuité. Julien Jean-Régis, c'est 30 ans. Nicolas Zapeda, c'est 28 ans. En fait, on déforme la réalité, on refait le procès pour écrire une nouvelle réalité qui convient aux parties civiles. Mais un procès, une vérité judiciaire, elle n'est pas faite pour plaire ou déplaire, elle est faite pour être juste. Le procès était juste et il fallait s'en tenir au procès. Donc je n'exclus pas, moi, un dépôt de plainte dans les jours qui viennent pour diffamation à l'encontre de la famille d'Alexia, concernant notamment concernant la mère d'Alexia qui colporte des informations qui sont fausses. Oui, mais c'est aussi la faute des médias, c'est-à-dire qu'en fait on laisse, on fait des choses, on laisse dire des choses sans vraiment avoir le toujours pareil, le vrai et le faux, quoi. C'est les médias et notamment cette série ne donne absolument pas la parole à la défense. La parole n'est donnée uniquement qu'à la famille de la victime. Comme si la défense n'existait pas ou ce qu'elle avait à dire n'était pas intéressant ou qu'il ne fallait pas l'entendre. C'est ça qui est très déséquilibré. Normalement, on donne la parole à la défense et aux parties civiles. Donc là, on est sur un nouveau concept qui consiste à dire la défense n'existe pas, il y a une parole unique et cette parole unique va venir dire la nouvelle vérité du nouveau procès qu'on va faire à Jonathan Daval, malgré la décision qui a été rendue et qui dit le contraire. Alors, la question qu'on se pose, maître, la première, c'est déjà, est-ce que Canal+ vous a demandé d'intervenir dans ce documentaire, ou au moins avoir un droit de réponse sur ce documentaire? Et ensuite, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, est-ce que dans votre prochain livre, il y aura, vous parlerez de l'affaire Daval, de cette suite de l'affaire Daval? Non, mais en plus, je ne sais pas dans quelles conditions cette série s'est faite, dans quelles conditions financières cette série s'est faite, mais je ne suis pas naïf. Je pense qu'il y a des intérêts pour les uns et pour les autres et dans lesquels nous n'étions pas partis. Dans mon prochain livre, il y aura un chapitre sur ce dont on vient d'évoquer notamment, mais refaire un livre, non, je l'ai fait. Mon premier livre était sur cette affaire parce que moi, je pensais qu'on n'en parlerait plus. Voilà. Je trouve même étonnant de continuer à en parler après autant d'années, après tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Voilà, je pensais je pensais qu'après le livre, voilà, chacun a fait son livre, chacun a dit sa vérité, je pensais que c'était terminé. Il faut bien comprendre que l'affaire Daval est une affaire ordinaire. Il y a des centaines de personnes qui se retrouvent à la place de la famille d'Alexia, dans les mêmes circonstances, dont on ne parle jamais, dont on ne dira jamais rien, où il y a 2 lignes dans les journaux, et qui méritent tout autant que cette famille d'être sous le centre d'intérêt de tout le monde, qui souffre autant. Et ce qui me gêne dans l'affaire Daval, c'est que on exclut un peu les autres en ne parlant que de cette affaire. Oui, je comprends, mais après, l'affaire Daval est une affaire extraordinaire qui a suscité un engouement énorme. Donc voilà, on peut pas non plus passer outre. Maintenant, je comprends ce que vous voulez dire. C'est le procès de trop. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le procès de trop, l'affaire de trop qui aurait pu peut-être être évitée.
Exactement. Et là, c'est trop. Et on continue dans le trop avec cette action judiciaire. Mais vous savez, la série BFM a été le deuxième plus gros score d'audience de BFM TV après l'affaire Fillon. Oui, c'est vrai, l'affaire Daval est une affaire qui a plus que passionné. C'est vrai, c'est la réalité. Après, moi, je comprends le travail des médias, je comprends les journalistes, mais je dis qu'à un moment, il faut aussi savoir passer à autre chose. Et c'est pour ça que dans ce troisième livre, je ne veux pas de l'affaire Daval. Je ne veux pas rentrer dans l'affaire Daval, je veux rentrer dans la vraie justice, des affaires du quotidien, des cours d'assises. Merci Maître Randall Schwerdorfer de nous avoir reçus pour Itinéraire d'un avocat hors norme. Je répète, 10 affaires criminelles incroyables aux éditions Hugo Doc, à se procurer absolument. Merci de nous avoir reçus pour parler de ce livre, pour parler de l'affaire Daval. Je rappelle aux auditeurs de ce podcast que l'interview est bien sûr accessible dans le journal Le Petit Journal, qui est tous les jeudis en presse, voilà, dans 12 départements du sud-ouest. Donc vous pouvez le récupérer à Perpignan, vous pouvez le récupérer à Toulouse, vous pouvez le récupérer un petit peu partout, voilà, donc n'hésitez pas, c'est dans la page culture du journal Le Petit Journal que vous retrouvez l'interview. Merci beaucoup Maître, et à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.